perspectives économiques ne sont pas réjouissantes. Prévision de croissance revue à la baisse, ralentissement économique. Le tableau brossé cet après-midi par Christine Lagarde est sombre. La crise dans la zone euro est grave. Nos invités nous l'ont dit tout à l'heure sur le plateau. C'est toute l'économie européenne et l'économie mondiale qui est aujourd'hui menacée. On va en parler. Je vous présente très rapidement nos invités avec Jean-François Di Meglio, économiste, président d'Asia Center, spécialiste de l'Asie. Alain Cotta, professeur d'économie à Dauphine. Henri Sterdignac, économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE, président des économistes atterrés, et avec nous Stéphanie Antoine qui est notre spécialiste économie. La Grèce pourrait donc faire faillite, mais les politiques refusent pour le moment de voir le pire. Le défaut de paiement de la Grèce n'est pas une hypothèse de travail. C'est ce qu'a affirmé François Baroin, notre ministre de l'économie, et c'était mardi. On l'écoute. Ce n'est pas une hypothèse de travail, ça n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, et nous n'en dévions pas, c'est de rendre opérationnel l'accord du 21 juillet. C'est la position française. Et avant de réfléchir, pour certains, à une autre stratégie, il s'agit d'abord de mettre en œuvre opérationnelle celle à laquelle nous croyons. Alain Cotta, il vous a agacé là un peu, François Baroin. Parce que le défaut de paiement de la Grèce n'est pas une hypothèse de travail, il se voile la face. Non, parce qu'il nous dit il faut d'abord, notre stratégie, c'est, on ne sait d'ailleurs pas quelle est sa stratégie, mais la stratégie, ça consiste à essayer d'appliquer ou de faire appliquer l'accord du 21. Or, je constate deux choses. D'abord qu'un certain nombre de pays renaclent, que la Finlande a renaclé, que la Tchécoslovaquie a différé le vote sur cette question pour longtemps, que l'Allemagne se demande, on ne sait pas si on aura une majorité au bout d'un stag, mais on ne sait surtout pas si la chancelière Merkel aura la majorité dans son propre parti. Bref, la solidarité européenne, visiblement, ne joue pas. Et deuxièmement, même si l'accord du 21 est entériné par toutes les nations. J'ajoute que le versement des sommes implique un vote des assemblées, qui lui aussi n'est pas acquis. Mais même si tout ceci se passe bien, je vois pas en quoi l'application de l'accord du 21 avec quelques 8 milliards d'euros de plus. Alors on dit aux téléspectateurs que cet accord du 21 juillet, c'est pour le renflouement donc de la Grèce et donc pour ce nouveau plan de 60 milliards d'euros. La désinformation est totale. Il suffit d'aller en Grèce. Enfin, on sait très bien qu'en Grèce, une très grande partie du produit national ne fait pas l'objet de statistiques, que l'économie souterraine ne fait que croître, que toute baisse des fameuses dépenses publiques provoquera, compte tenu de l'élasticité, une baisse des recettes supérieure d'ailleurs sans doute à la baisse des dépenses. Donc c'est très bien que la Grèce ne pourra jamais payer. Voilà. François Di Meglio, il se voile la face, François Baroin. Quelle est la stratégie? Ils ne veulent pas y croire? Est-ce que voilà, ou est-ce qu'ils cherchent à gagner du temps, à rassurer les marchés? Je crois que c'est important déjà. Je crois que c'est déjà pas si mal. De rassurer les marchés. De rassurer les marchés, je crois que. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité de rassurer les marchés aujourd'hui? Je pense pas que. À quoi ça sert de rassurer d'ailleurs les marchés? Je pense pas que derrière Ils sont pas très rassurés d'ailleurs. Mais on va regarder de nouveau la clôture en même temps que vous parlez, Jean-François Di Meglio, ce soir. Je pense pas que derrière le rideau, on soit aussi inactif que l'impression effectivement qu'on donne en disant on exclut toutes sortes d'hypothèses. Je pense qu'on est dans une situation extrêmement nouvelle. On est dans un type de situation que la construction de la zone euro n'avait pas forcément envisagé. Mais Jean-François Di Meglio, vous dites qu'on est dans une situation qui est nouvelle, mais la crise grecque, ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'elle dure. Ça fait 1 an et demi qu'elle dure. Et on va de plan en plan et on voit bien que ça ne marche pas. Donc est-ce qu'il n'est pas le temps de se poser quelques questions et peut-être trouver autre chose? Bien sûr qu'on va Pourquoi trouver il y a cet entêtement, ce sentiment d'entêtement des politiques? Je pense qu'on ne peut pas attendre. Vous nous avez montré effectivement la déclaration de François Baroin sur l'accord du 21 juillet, qu'attendre d'autre de sa part que de dire effectivement, voilà, on va... Ça peut être une hypothèse justement de travail. Donc c'est un discours inutile. C'est un discours qui est inutile parce que les marchés ont baissé de 5%. Mais oui, mais ça, ils sont pas bons. Mais inutile pour tout le monde, pour nous et pour les marchés. Est-ce que les politiques ne devraient pas justement réviser un petit peu ce discours parce qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas en disant voilà, d'un côté, on va essayer de mettre en place cet accord du 21 juillet et de l'autre, on commence à faire une restructuration organisée, ce qu'ils sont en train de faire, très honnêtement. Ils ne le disent pas, mais c'est exactement ça. Tout le monde le fait. En disant voilà, restructuration organisée, on sait que les Grecs ne rembourseront, disons, que 70% de leur dette ou 50%, je ne sais pas où sont les chiffres, qui aura une décote de temps.
et que chacun prenne effectivement quelque part sa perte, ou en tout cas qu'on puisse afficher, organiser cette restructuration. C'est une question que je pose quand même. Il ne s'agit pas de disculper totalement notre ministre, et je crois que ce n'est pas du tout l'objet de la conversation, mais on est dans deux temps complètement différents. On est dans deux temps complètement différents. On est dans un temps, effectivement, du travail, de la restructuration, de quelque chose qui va forcément prendre du temps, et dans le temps des marchés, où tous les jours, on nous dit ça a baissé de 5%. Et on dit que fait le ministre, et il n'a pas réussi à redresser les marchés. Je crois qu'effectivement, par rapport à 2008, ça s'est encore accentué, mais déjà en 2008, c'était le cas. On a l'impression que la crise se mesure à la baisse des marchés. La crise, elle est là depuis longtemps, elle est là depuis bien avant la baisse des marchés en 2008. La crise de la dette, elle était déjà en train de se fabriquer avant même 2007. Et donc, là aussi, on va avoir besoin de temps aussi pour rétablir la situation. Mais c'est pas. Mais avoir besoin de temps, on court peut-être là à la faillite de la Grèce, peut-être qu'après, ça sera la faillite de l'Italie derrière. C'est justement ça, pas la faillite fidélité. Mais oui, c'est justement ça. Le problème est de savoir quel scénario, quelle stratégie alternative nous avons. Voilà. Et nous n'avons. Bon, le problème, c'est M. Baroin, de toute évidence, n'a pas les capacités à définir une nouvelle stratégie. Et donc, le problème, c'est quelle est cette nouvelle stratégie. On a le choix, il faut dire clairement, on a le choix entre deux stratégies tout à fait respectables. La première, on reprend ses billes, avec ce que ça suppose de difficultés, puisqu'on n'a pas prévu cette situation. Mais c'est jouable. Et puis, il y a une seconde stratégie qui consiste à dire qu'il faut faire un pas énorme vers l'unification de l'Europe. Et pourquoi pas faire les deux, sachant que ce pas énorme pose lui aussi des difficultés épouvantables. Peut-être que Fillon, aujourd'hui, a tué l'Europe en disant clairement aux Français, si on fait l'Europe, il faudra s'aligner sur la retraite à 67 ans en Allemagne. Ça veut dire que faire l'Europe, faire une vraie Europe, transformer l'Europe en un pays, ça se fera également avec des troubles sociaux, etc. Donc, les gouvernements, on est devant un problème où on a deux stratégies complètement contradictoires et il est très difficile pour les gouvernements de dire on met en œuvre simultanément deux stratégies contradictoires, parce que dans la première, quand vous dites il faut faire ça tout de suite, dire voilà, c'est reprendre le franc. Oui, voilà, moi je voudrais savoir quand vous dites reprendre au marché. Oui, mais Henri Sterdyniak, pour être très clair, quand vous dites reprendre ses billes, ça veut dire quoi, reprendre ses billes? Ça veut dire que la zone euro c'était une erreur. Oui, voilà, mais ça c'est clair. Voilà, oui, mais soyons clairs. Qu'on peut pas faire une monnaie commune, enfin une monnaie unique, avec des pays qui ont des situations économiques différentes et qui ont des politiques budgétaires différentes. Ce que tous les économistes savent. Alors le problème, soit on dit c'est comme ça, soit on dit il faut rapidement uniformiser l'Europe. Et uniformiser l'Europe, c'est pas simple. Est-ce que vous seriez d'accord néanmoins pour dire que la situation des devises entre elles, la situation des monnaies entre elles, c'est aussi de l'ordre du conflit parfois? Et est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a des devises qui ont été les victimes effectivement de négociations qu'on leur a imposées, et en ce moment ce que les marchés sont d'une certaine façon en train de vouloir imposer à l'euro, c'est son éclatement. Je rappelle simplement que l'une des causes de la dégringolade du Japon en 1985, c'est qu'on a imposé au Japon une politique monétaire qu'il ne souhaitait pas. À partir du moment où on a imposé très brutalement la réévaluation du yen aux Japonais, ils ont perdu leur rôle économique et financier, en tout cas pendant très longtemps. Vous savez que la situation actuellement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si la zone euro éclatait, des pays comme la Grèce, etc. Mais dites-moi, Henri Sterdyniak, on vit quand même dans un monde où il y a de grands ensembles, il y a la Chine, il y a les BRICS, donc tous ces pays émergents, dont la Chine fait d'ailleurs partie, il y a les États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer une implosion de l'euro et se retrouver, nous, petits Français, dans un coin, les Italiens dans un autre, les Espagnols dans un autre, face à ces grands ensembles? Est-ce que c'est envisageable? Écoutez, nous étions, mais enfin c'est invraisemblable, ça, nous avons vécu comme ça jusqu'en l'an 2000, enfin, je ne comprends pas ce discours. Retour en arrière, le monde mais non, avance. c'est pas un retour en arrière, mais le monde avance. C'est un retour en arrière, mais peut-être quand je regrette Où étaient les briques en 2000? Où étaient les briques en 2000? Mais nous pouvons avoir de très bonnes relations avec les briques. Pourquoi aurions-nous de mauvaises relations avec les briques? Est-ce qu'on peut faire face, si on a un pays isolé avec notre monnaie, avec notre franc, imaginons demain, face à de grands ensembles que sont par exemple les BRICS, que sont les États-Unis? C'est pas de grands ensembles. Il y a la Chine. Nous sommes la 5e puissance du monde quand même, qu'on le veuille ou non.
En déclin. Est-ce que le problème, c'est est-ce que dans la zone euro... Attendez, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. En termes de PNB, c'est le problème est de savoir si dans la zone euro, actuellement, nous sommes capables de mettre en œuvre un scénario cohérent qui nous permette effectivement d'avoir de la croissance et qui soit compatible avec la diversité des pays. Et le problème est que depuis 12 ans, on ne réussit pas. C'est-à-dire, depuis 12 ans, on a des pays qui divergent et on a une commission qui impose des politiques d'austérité qui ne boostent pas la croissance. Et actuellement, vous voyez, on est en 2011, le programme de la Commission, alors qu'on a un nombre élevé de chômeurs, qu'on n'a pas de croissance, ça consiste à demander aux pays de faire encore plus d'austérité et d'imposer qu'on mette dans les constitutions les déficits publics. Ça s'appelle la déflation. Je vous indique qu'il y a un très grand pays, qui est le premier PNB du monde, qui n'a pas forcément une devise qui est surévaluée par rapport à son économie et qui n'est pas forcément en phase d'expansion économique en ce moment. Et qui est en déflation. C'est les États-Unis. Bien. Et donc, je pense que le lien aussi fort que vous faites entre la devise trop forte et ce qu'on a imposé aux critères de l'euro, même si effectivement il y aurait beaucoup à redire sur la façon dont on a monté tout ça, je suis complètement d'accord avec vous. On a une Europe en crise dans un monde libéral, dans un monde développé en crise. Mais quelque part, on n'est plus en 2001 non plus, c'est-à-dire qu'effectivement 10 ans qui se sont écoulés et aujourd'hui on ne peut pas dire du jour au lendemain on va sortir de l'euro, on va éclater. Oui, on peut le dire. On peut le dire à minuit. Mais le faire, on peut le dire à minuit 1, vous émettez des francs. Peut-être, mais donc vous revenez effectivement sur une politique, sur un choix politique, parce qu'il faut le dire. Sur un choix politique. Alors nous sommes tout à fait d'accord. Sur un choix politique qui a tout de même aussi ses vertus de ce point de vue-là, parce qu'il faut voir que l'Europe, c'était aussi pour faire la paix que les Européens se sont mis ensemble et ont approfondi l'Europe. La bombe atomique, c'est mieux pour faire la paix. Non, mais attendez, ça fait partie aussi du deal. Là, on n'est pas juste dans une Europe économique, a priori. Le choix. Non, mais c'est mieux pour faire la paix. Alors, mais qui est-ce qui peut attaquer? Le choix politique de l'Europe est de toute façon détricoté totalement si vous revenez sur 11 ans de politique européenne commune. Et c'est ça, à mon avis, qui est aussi le véritable enjeu. Mais à ce moment-là, il faut accepter qu'on mette en œuvre des politiques solidaires en Europe, des politiques de croissance. Et c'est ça la difficulté. Je suis bien d'accord avec vous qu'il y a le temps des marchés, qu'il y a un court-termisme. Je veux dire, dans une journée, on vend, on rachète. Enfin bon. Et puis, il y a le temps politique qui, effectivement, prend beaucoup plus de temps. Et en plus, comme ça demande un abandon de souveraineté de la part des différents États, et en l'occurrence, il y en a déjà 17 dans la zone euro et 27, ça demande effectivement du temps. En plus, ce sont des démocraties, bref. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué, mais de dire on va accepter une explosion de la zone euro, chacun va retrouver sa monnaie, enfin, quelque part, c'est tout de même... c'est pas de gaieté de cœur qu'on dit ça. On dit ça parce qu'on s'aperçoit avec il faudrait un leadership en Europe plus important. Pourquoi pas, d'ailleurs, un ministère européen. Enfin, il faudrait effectivement converger vers quelque chose qui est difficile à atteindre. Vous êtes une fédéraliste. Les peuples européens ne sont pas fédéralistes. Ah bah après, il faut convaincre les peuples. Vous essayez depuis 10 ans d'une Europe fédérale, vous n'y arriverez pas. Il faut prouver. Vous avez raison. Ça peut être une Europe, par exemple, à plusieurs degrés. Mais le problème, c'est qu'il faut... Vous voulez revenir vraiment à une Europe... Justement, je voulais dire qu'il y a d'autres scénarios possibles. Est-ce que je suis européen? Vous avez... En 86, vous avez... Non, mais je suis... On vous écoute. Non, mais j'ai toujours été pour l'Europe économique, toujours, et je suis d'ailleurs pour une certaine, comme je l'ai dit, cohérence monétaire des pays européens. Je pense qu'on est allé trop loin avec la monnaie unique, que la monnaie unique contient des contraintes que vous venez d'exposer et qui ne sont pas acceptées par les peuples, notamment des peuples qui vivent en démocratie et qui votent. Et c'est la raison pour laquelle les politiques ne s'engageront jamais dans une franche aventure fédéraliste. Ceci étant, il y a d'autres scénarios possibles. On se réunit avec les économistes allemands dans pas longtemps pour définir d'autres scénarios. Il y a le scénario que les Allemands pensent, qui est celui de l'éclatement de l'Europe en deux, avec une Europe du Nord qui serait l'Europe du marque, l'Europe du peuple allemand, si j'ose dire, et puis l'Europe du Sud, avec une France qui, à mon avis, aurait les mêmes difficultés qu'en 1939 pour savoir ce qu'elle fait, entre parenthèses. Oui, ce sera le même ordre. Il y a d'autres solutions. Moi, je suis pour la monnaie commune. Mais je ne comprends pas pourquoi on refuse absolument de revenir à un euro qui resterait ce qu'il est dans les 16 pays, qui serait une référence aux différents pays et dont les monnaies
seraient capables de s'ajuster à leurs propres contraintes. Enfin, vous ne ferez pas vivre l'Italien de la Calabre avec le marin de Hambourg. Essayez, vous n'y arriverez pas. C'est sûr qu'un euro italien ne vaut pas un euro allemand, je suis d'accord avec vous. Ben oui, mais si vous préférez les marins de Hambourg aux Calabrais, c'est une question. Ça, c'est le dilemme cornélien que vous me posez là, c'est compliqué. Bon, on va bientôt devoir conclure. Jean-François Di Meglio, je voudrais savoir là, dans le court terme, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, vous allez me dire, bon, vous n'êtes pas Cassandre, mais on a quand même un peu une idée. Les marchés vont continuer à dévisser. La Grèce va aller tout droit à la faillite. Ça va être le tour de l'Italie. Je ne suis pas Cassandre, mais je pensais quand même, en écoutant mes voisins, à Giraudoux et à la guerre de Troie n'aura pas lieu, parce qu'ils se comportaient un petit peu comme si effectivement la guerre de Troie était inévitable. Bon, je pense qu'il faut travailler, que nos ministres travaillent certainement, je pense qu'ils le font. Et puis aussi, vous l'avez dit à propos de la retraite à 67 ans, pensez que tous ces pays dont on a dit qu'ils étaient tellement compétitifs, ce sont des pays qui travaillent. Et donc il faut aussi remettre l'Europe au travail. Oui, mais elle ne se remettra au travail que forcée. Ce n'est pas nos politiques compte tenu des démocraties. Mais quand vous dites remettre l'Europe au travail, c'est par exemple... C'est-à-dire effectivement accepter des sacrifices sur les situations sociales qui ont entre autres créé les déficits. Par exemple la retraite à 62 ans, il faut aller plus loin, voilà, l'Allemagne à 67 ans. Je pense que la France en particulier... Et vous ne sortirez pas l'Europe de la crise par des politiques restrictives qui vont encore faire baisser la croissance, et vous ne sortirez pas non plus l'Europe de la crise en attaquant le modèle social européen. Et provoquer des ordres sociaux. Et provoquer des désordres sociaux, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est dans une situation... On est maintenant, avec le fait que les marchés commencent à attaquer les banques et que les marchés commencent à réclamer que les banques puissent résister à des choses comme les faillites des États, ce qui est totalement impossible. Oui. On est maintenant dans une impasse complète au niveau européen, et on ne voit pas, malheureusement, on peut le regretter, quel est l'homme politique ou la coalition qui fera ce qui est nécessaire. Aucun en Europe, on n'a pas de leadership. Non, on n'a aucun leadership. Un dernier mot, qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent? Quelle peut être l'étape d'après? C'est la faillite de la Grèce, ça sera la prochaine étape, ou en tout cas une restructuration de la dette grecque? C'est inévitable. Le scénario de la restructuration de la dette grecque, on est dedans, on ne le dit pas, on le fait. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on soit effectivement au scénario, avec les créanciers qui font leurs calculs de leur côté, les États qui doivent faire leurs calculs de l'autre. Enfin, évidemment, chacun doit assumer quelque part les pertes liées, et les épargnants les subiront aussi. Donc ça, c'est de la restructuration qu'on essaye, enfin qu'ils essayent, les politiques d'organiser, et les créanciers et les privés d'organiser le mieux possible, avec tous les risques de contagion qui peuvent être aussi directement liés, puisqu'à partir du moment où vous reconnaissez qu'un État, effectivement, ne rembourse pas globalement sa dette, et bien là, il y a aussi du risque de contagion. Voilà, donc autant dire, j'ai beaucoup aimé la formule du FMI, c'était pas une période d'incertitude ou de turbulence. Bref, c'est ça, c'est de l'incertitude et de la turbulence qu'il faut... Incertitude et turbulence, et des marchés qui resteront évidemment très nerveux, j'imagine, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler de cette crise dans la zone euro, et on aura évidemment encore l'occasion d'en reparler sur France 24. Merci à vous de nous avoir suivis, très belle soirée. Je vous retrouve demain 19h10 heure de Paris pour un nouveau débat. À demain. Tout faire brûler, en fait.